Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous sur Monaco Info pour un nouveau point sur l'actualité en principauté. Voici les titres de ce jeudi 30 mai. Que se passe-t-il sur le réseau téléphonique en ce moment en principauté? Depuis quelques jours, les clients Orange rencontrent de nombreuses difficultés. Monaco Télécom apportera une réponse aux usagers concernés. Cécilia Bartoli sera notre invitée ce soir. La directrice de l'Opéra de Monte-Carlo nous a reçus à la salle Garnier pour nous présenter la programmation de la saison 2024-2025, une saison marquée, vous l'entendrez, par plusieurs anniversaires. Nous nous rendrons également sur les planches du Théâtre des Muses pour un spectacle sous forme d'enquête écologique et ludique pour éveiller les consciences à la protection de l'environnement. Sortez vos perfectos, l'institution FANB revisite l'un des plus grands classiques du cinéma musical, Grise. Et puis à la fin de ce JT, nous recevrons Patrick Mahé, ancien directeur général de Paris Match, qui évoquera avec nous les 75 ans du magazine. Comme de la friture sur la ligne, depuis quelques jours, les clients de l'opérateur téléphonique Orange rencontrent de nombreuses difficultés, ce qui affole les différents groupes de discussion sur les réseaux sociaux où la question est posée à plusieurs reprises. Ce soir, nous avons voulu savoir la raison de ce problème. Pour cela, Annelle Marquez a demandé à Martin Perronnet de nous éclairer. Écoutez la réponse du directeur général de Monaco Télécom. Monaco Télécom et Orange sont partenaires depuis longtemps, partenaires techniques depuis longtemps. Les clients d'Orange sont sur le réseau de Monaco Télécom à Monaco. Les clients de Monaco Télécom sont sur le réseau d'Orange en France. Maintenant, ce partenariat technique devait évoluer pour des raisons vraiment techniques. Parce que la configuration du réseau Orange à Monaco répondait à des anciennes normes et elle n'était plus compatible avec l'évolution des technologies. Et ça a été mis en place d'abord en fin de matinée, puis après dans l'après-midi. Et depuis 16h hier, la situation est nominale. C'est-à-dire que tous les clients Orange à Monaco accrochent le réseau de la même façon qu'avant et peuvent naviguer exactement de la même façon qu'avant. Et je le dis parce que je le vois statistiquement. C'est-à-dire que je vois qu'il y a le même réseau, le nombre d'inscrits qu'avant la modification technique. Et également parce que je vois qu'il y a le même type d'usage, la quantité d'usage est la même. Mais sinon, à part ça, le réseau aujourd'hui est en bonne forme. Voilà pour ces explications. Il est temps à présent de quitter les studios de Monaco Info pour rejoindre Cécilia Bartoli. La directrice de l'Opéra de Monte-Carlo nous reçoit dans la mythique salle Garnier pour nous dévoiler la programmation de la saison 2024-2025. Une saison marquée par plusieurs temps forts qui mettront à l'honneur la richesse du patrimoine musical à Monaco. Bonsoir Cécilia Bartoli. Bonsoir. Déjà la 3e saison à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo. Que le temps passe si vite. Comment qualifier cette saison que vous avez présentée, cette saison 2024-2025? Oui, c'est une saison exceptionnelle, je trouve. Exceptionnelle parce qu'on a moi, je dis toujours, c'est grâce aux artistes aussi. On a vraiment eu la chance, d'avoir des artistes incroyables. Là, on peut fêter aussi les grands compositeurs comme Puccini, comme Ravel. On peut vraiment, je pense qu'on a, et surtout, je vais dire merci au public parce que vous avez mentionné les autres, enfin, voilà, la saison 2023, la 2022. Alors c'est un public qui devient de plus en plus intéressé à l'opéra. Et de pays aussi, on se dit 45 pays dans le monde qui viennent à Monaco. C'est quand même, voilà, merci à eux et qui nous soutient. Et j'espère qu'ils vont le faire aussi pour la saison prochaine. Voilà. Une saison marquée par plusieurs anniversaires. Vous avez cité Puccini, dont on commémorera le centenaire de la disparition. Du compositeur. Alors on va faire la rondine en version de concert. Qui a été créée ici. Qui a été créée ici aussi, la rondine. Oui. Alors ce sera aussi le début de Priti Yende, cette chanteuse magnifique qui viendra pour la première fois. Et puis bien sûr on a la bohème. Ça c'est avec, là c'est sa version concert. La bohème version, enfin avec le stage. Alors c'est vraiment avec la mise en scène et puis on continue
avec Tosca, et alors notre cher ténor qui revient, Roberto Alagna, alors qui est venu plusieurs fois déjà à Monaco, mais qui veut bien sûr revenir. Enfin c'est ça, c'est vraiment, ça va être une grande fête d'avoir ce grand artiste. Et puis le grand ténor aussi, l'autre grand ténor, Jonas Kaufmann, qui va dédier toute une soirée à Puccini. Alors ça, je me réjouis de... Voilà. Autre anniversaire, Cecilia Bortoli, c'est le 100e anniversaire de la création de l'Enfant et les Sortilèges. De l'Enfant et le Sortilège. De Maurice Ravel. Exactement, que c'était fait ici, à Monaco. C'est quand même incroyable, l'histoire de ce théâtre. Et je pense que c'est ça, c'est très important de partager ça et avec le public, et parce que c'est unique ce théâtre dans le monde. Vraiment, regarde Verdi, Mozart, Rossini, Gounod, mais c'est vrai. Et Glinka, enfin tous les grands artistes sont venus ici. Caruso a chanté ici. C'est pour ça il faut partager, il faut donner ça et voilà au public, partager et à l'étranger aussi, parce qu'on est ambassadeur de Monaco avec les musiciens du Prince, cet orchestre qui était. Enfin, en 2016, on a formé cet orchestre et depuis 2016, on est partout dans l'Europe. Vous avez d'ailleurs suivi à Salzbourg. Oui, on vient de terminer justement le festival de Pentecôte avec les musiciens du Prince. On a fait la Clémence de Titus, que d'ailleurs on va faire dans la saison. on va faire une nouvelle mise en scène de Clémence de Titus avec les musiciens du Prince. On va faire avec les musiciens du Prince L'Or du Rhin de Wagner, ce roman d'époque. Ça, c'est une nouveauté, vraiment. C'est ça, une grande chose, oui. Avec David Livermore à la mise en scène. Avec David Livermore. Et lui, il est vraiment un metteur en scène stupéfiante, qui utilise aussi le crin, la technologie. Voilà, c'est bien aussi de partager entre les productions, on peut dire, classiques, mais aussi d'oser avec la technologie, parce que c'est quand même important de porter de nouvelles dimensions aussi à l'opéra. Vous avez cité la Clemenza di Tito. Si. Vous serez sur scène? Oui, quand même. Parce qu'une saison sans Cecilia Bartoli sur scène n'est pas une vraie saison. Non, je suis je vais toujours partager la scène et la musique avec mes collègues et bien sûr avec le public. Alors je chanterai le rôle de Sesto dans la Clemenza di Tito et voilà, et c'est bien, je me réjouis vraiment. Nous avons abordé les grandes dates de cette saison, mais elle est à retrouver en intégralité dans ce programme et également sur le site internet. On retrouve, oui, sur le site internet, on retrouve tout ce qu'il faut. J'espère d'avoir d'autres abonnés. Ah, regardez-moi, ça c'est quand même incroyable, le voyage wagnérien. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est un défi, hein? Un vrai défi. Mais il faut, c'est avec de grands défis qu'on découvre aussi. Et là, je disais justement, il y avait une interview. On me demande pour le jeune public, mais je pense que les jeunes, ils vont venir à l'opéra si on propose aussi une sorte de langage moderne, actuel. Et parce qu'on on vient de faire une Jules César ici là dans la dernière saison là, et c'était un succès énorme. Alors imaginez-vous, juste Handel avec des vidéos et puis le fantôme de l'opéra. Et puis voilà, et puis des productions classiques. C'est ça. Je pense que c'est la diversité qui va nous nourrir. On a hâte en tout cas de découvrir cette nouvelle saison à l'Opéra de Monte-Carlo. Merci beaucoup Cecilia Bartoli. Merci et revenez. Hein. Avec plaisir. Avec José. Oui, merci. Et nous avons quitté les planches de l'Opéra Garnier pour se rendre sur les planches du Théâtre des Muses, où est proposée jusqu'à dimanche une pièce pour sensibiliser le jeune public aux enjeux de l'eau. Elle s'appelle « Qui a coupé l'eau ?» et parle de gaspillage, de pollution, mais aussi de préservation de notre planète. Une pièce placée sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, que vous présentent Alban Gingembre et Arnaud Humbert. Ils ont dit à la télévision qu'il n'y avait plus d'eau dans les robinets. Plus une seule goutte. Une catastrophe mondiale. Plus d'eau dans les robinets? Oui. Plus une seule goutte? Oui. Une catastrophe mondiale? Oui.
Qui a coupé l'eau? C'est le problème que tente de résoudre Kimo dans cette enquête participative avec le public. Une pièce subtile pour sensibiliser les enfants aux enjeux de l'eau. On leur pose des questions, ils nous répondent, on sent qu'ils vivent vraiment l'enquête avec nous. Et c'est chouette justement d'avoir vraiment ce répondant et dans ce lieu magique qui est le Théâtre des Muses où il y a vraiment une proximité géniale avec le public. Et ils récupèrent des indices aussi, ils les récupèrent, ils les mémorisent, ils se souviennent vraiment de tous ces moyens mémotechniques. Parce qu'il y a aussi des gestes, et ça les marque, voilà, donc ça les marque à retenir des grandes informations, on va dire. Mais c'est qui a coupé l'eau dans les robinets? Mais c'est qui a coupé l'eau dans les robinets? Commençons par ici. À travers cette pièce, le duo de comédiens apporte sa pierre à l'édifice dans ce combat pour un bien commun de l'humanité. Le premier message, c'est de s'intéresser au sujet. C'est vraiment de se dire l'eau est précieuse, on fait attention et voilà, ne pas la gaspiller et surtout s'intéresser à tous les sujets qui tournent autour, qui gravitent autour de l'eau, y compris la pollution. On est forcément obligé de passer par là. C'est un sujet qui est très abordé d'ailleurs dans le spectacle. Une histoire accessible pour les plus petits, visible encore jusqu'au 1er juin. C'est devenu une tradition, l'institution FANB organise chaque année un spectacle avec tous les élèves, les professeurs et le personnel volontaire. Après le succès de la comédie musicale Mamma Mia en 2023, c'est un autre film qui a inspiré le show. Si je vous dis années 50, veste en cuir, rock'n'roll, je vous laisse découvrir quel est ce film culte dans ce reportage d'Alban Gingembre et Sylvain Péroumal. Vous l'avez reconnu, c'est la comédie musicale Grise qui a inspiré l'institution FANB cette année. Élèves, personnel éducatif et administratif et professeurs, tout le monde a participé à la mise en scène. J'appelle ça la team FANB parce que voilà, de la directrice au petit élève de 6e, tout le monde a y participé et c'est ça qu'on va retenir, c'est une belle aventure humaine. Si c'était pas dans l'acting, c'était dans le chant, si c'était pas dans le chant, c'est dans la danse et sinon c'était sur la réalisation du matériel, de la déco. Tout le monde a mis la main à la pâte et c'est génial. Dans le rôle de Sandy et Dany, Emma et Alexandre. J'adore le théâtre, j'en fais depuis longtemps, donc c'était vraiment une opportunité en plus grise. Je trouve que c'est une super belle époque et j'ai vu le film plein de fois, du coup j'avoue que j'ai dit oui au projet direct. On est venu me chercher en me disant il me faut un Dany et on t'a vu jouer au théâtre et du coup on aimerait que ce soit toi. Et j'ai dit oui directement parce que j'aime beaucoup ces comédies musicales grises. J'adore le rock déjà, je suis un grand fan et voilà. Après Mamma Mia l'an passé et Grise cette année, rendez-vous l'année prochaine pour découvrir de nouvelles musiques incontournables. Dans l'actualité en bref, l'association chrétienne Impact Monaco Rising organise pour la première fois un concert de louanges donné par Sébastien Geoffroy et Anne-Clémence Rouffet le mardi 4 juin à 20h30 au Théâtre des Variétés. L'entrée est libre et gratuite, il faut cependant réserver sa place sur le www.imr.mc. Le poids des mots, le choc des photos, un slogan iconique qui colle à la peau de Paris Match depuis 75 ans maintenant. Hier, l'ancien directeur général de l'hebdomadaire, Patrick Mahé, est venu en principauté partager son histoire, celle qu'il a vécue pendant plusieurs années au sein de la rédaction du magazine. Il en a d'ailleurs sorti un livre, La légende de Paris Match, aux éditions Plomb. Patrick Mahé est notre invité ce soir, il est interrogé par Christophe Paco. Patrick Mahé, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe Paco. La légende de Paris Match, 75 ans. Ça en fait déjà le numéro en tout cas. Oh là là, je ne veux pas être prétentieux quand même. Et puis je n'étais pas là, vraiment, quand est né le magazine. Mais j'aurais aimé y être en 49. C'est sûr. Cela dit, quand même, je suis né 2 ans plus tôt, donc je suis dans la dernière année où on lit Tintin et Milou. Voilà, avec 75 ans en plus, où on a retrouvé avec grand plaisir la troupe du Splendide, les Bronzés bien sûr. Ah oui, il est très très beau ce numéro. Il est resté en vente pas mal. Il s'est bien arraché, bien vendu. C'est un exploit de réunir autant de gens, autant de personnalités en ce moment. C'est pas facile. Chacun a quelque chose à faire. Les réunir tous en même temps, c'est un exploit journalistique. Mais Match est coutumier du fait. C'est ce qui a fait sa force
depuis 75 ans. Justement, je parlais de la légende de Paris Match, un ouvrage aussi en 125 histoires. Pourquoi 125 ? Il y en avait même plus, il y en avait 150 et j'ai dû en couper quelques-unes parce que sinon j'aurais fait un manuscrit d'1 million de signes en termes techniques et je l'ai ramené à 800 000 pour faire un livre de 500 pages environ, 530 pages. Mais sinon il en aurait fait 700. Quelque part, Patrick Mahé, c'est le film de la vie, de notre vie à toutes et à tous ? C'est le film de plusieurs générations. C'est ça la force de ce magazine unique en France, c'est que il suffit d'aller dans des familles et on trouve couramment des collections de Paris Match du numéro 1 au numéro 2000 par exemple, assez couramment. Ça signifie que les gens qui l'achetaient dans les années 50 et 60 le conservaient, le gardaient pour le transmettre. C'est un magazine de transmission. Et donc, c'est la raison pour laquelle un magazine tel que celui-ci touche plusieurs générations. Les grands-parents, les parents, les enfants et aujourd'hui, les petits-enfants. Malgré la concurrence aujourd'hui du digital, bien sûr, parce qu'on trouve de tout, même vous, vous avez changé votre façon de travailler. Il faut s'adapter, c'est évident, il faut s'adapter. Mais en revanche, un magazine comme celui-ci a une ligne éditoriale pérenne, c'est qu'elle doit raconter des histoires. C'est pas le tout de passer, par exemple, un document, aussi exclusif soit-il, mais désincarné ou détaché d'un contexte. En fait, il faut raconter une histoire de A à Z. Et c'est la manière dont ce magazine est fait. Il est fait comme on monte un film. Il est séquencé comme on réalise, comme un réalisateur peut séquencer un film. Vous parlez de film, vous parlez de cinéma, on va parler d'actrice, on va parler de Paris Match et d'un prince, Prince Régnier, bien sûr, et la princesse Grace. Vous êtes au cœur, finalement, de cette rencontre. Totalement. Et d'ailleurs, j'ai eu le grand honneur de recevoir du prince Albert, il n'y a pas si longtemps, pour un numéro hors série de Paris Match, son propre témoignage sur la rencontre telle que ses parents la lui avaient racontée. Donc on est en 55, ça se passe le 6 mai 1955. Grace Kelly vient à Cannes pour le festival auréolé de son Oscar. Et la rédaction en chef de Paris Match a eu une idée, c'est de trouver un reportage exclusif, rare, prestigieux. Et un rédacteur du journal propose d'aller rencontrer le prince Régnier. Bien sûr, c'est pas gagné. Elle est là pour autre chose. Elle est avec la MGM. La MGM se fait tirer l'oreille. En tout cas, ça s'organise. Et la rencontre a lieu et c'est exceptionnel. Et sans cette rencontre, Albert de Monaco n'aurait pas pu nous raconter cette histoire, évidemment. Le jeune prince, évidemment, devenu prince souverain aujourd'hui. Vous suivez de toute façon quasiment au quotidien les aventures du prince de Monaco et de la famille aujourd'hui. Vous savez, nous, on a coutume à dire à Paris Match que les amis de nos amis sont nos amis et que les enfants de nos amis sont nos enfants. Donc, par conséquent, il est évident que Caroline ou Stéphanie ou Albert, alors que les portes du palais et du rocher nous étaient largement ouvertes dans les années 50-60, eh bien, ne nous ont pas laissés aux marches du palais. Voilà ce qu'on peut en dire. Et on continue à Sagan naturellement. Il y a une qu'on a retenue malheureusement, mais qui est tellement forte en émotion, on est obligé d'en parler ensemble. Ce soir encore sur Monaco Info, cette une en 82, l'image du prince Régnier, bien sûr, à la cathédrale, auprès de sa fille Caroline. Bien sûr, c'est une photo extraordinaire, elle est bouleversante. La beauté dans la tragédie de Caroline en fait aussi une héroïne de tragédie absolue. Régnier est dans un état quasi d'abandon et de secours sur l'épaule de sa fille. Et des photos comme celle-là sont des documents qui parlent tout seuls. On n'a pas besoin de mettre une légende photo. Les gens sont naturellement et instinctivement bouleversés par ce qu'ils voient. Et c'était le cas avec cette une terrible. Grace Kelly, quand elle est partie, ça a été un déchirement pour tout le monde, évidemment. Sa beauté irradiait. La vie qu'elle menait était une vie extraordinaire. Et donc, ce conte de fées qui était né en 55 avait dépassé tous les scénarios de Hollywood. Et évidemment, cette fin tragique, cette fin terrible, ne pouvait que nous marquer. 75 ans de Paris Match. Je ne vais pas vous poser une question piège, mais il y a des numéros qui coûtent plus cher. Vous l'avez dit, les familles conservées, beaucoup de une ou tout simplement le magazine, l'hebdomadaire. Vous savez aujourd'hui quel est le plus cher, quel est le magazine le plus cher qui reste à trouver sur des sites à droite et à gauche ?
En fait, on s'aperçoit que c'est les bouquinistes qui font la cote. Hein. Et alors, c'est par thématique, et par saisonnalité. Prenons un exemple. Un anniversaire, je prends l'anniversaire de la famille Kennedy, la disparition de John Kennedy. Les bouquinistes vont sortir toute la série de couvertures qui ont été faites sur la famille Kennedy. Vous arrivez au moment de l'anniversaire de la mort du général de Gaulle, de sa disparition, des 80 ans de la libération du pays. Eh bien, c'est pareil. Les bouquinistes ou les collectionneurs vont sortir par thématique. Vous avez des grands faits divers dont on parle. D'un seul coup, ça va être Mérine, ça va être Ampin, ça va être Spaggiari, ça va être l'affaire Grégory. En fait, c'est un peu par thématique que se dessinent les cotes et les prix de ces journaux. Brigitte Bardot a atteint un gros record. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe aussi. Mais Johnny un petit peu moins, parce que Johnny étant le recordman des couvertures, il y a beaucoup de gens qui ont déjà acheté le magazine dédié. Le recordman, pour vous, ça reste Johnny Hallyday ? En nombre de couvertures. Non. Il en a en fait nombre 85, mais pas en record de vente. En record de vente, c'est la reine d'Angleterre pour sa visite à Paris en 1957. 2 231 574 exemplaires. Et aujourd'hui, on vend combien d'exemplaires à Paris Match en moyenne ? Disons que c'est une moyenne de 500 000 exemplaires avec un gros socle d'abonnés. On a beaucoup d'émotions ce soir en se remémorant tous ces grands moments d'histoire, mais grâce à vous, après 75 ans d'existence. Merci Patrick. Merci Christophe Paco. Et à très bientôt sur Monaco Info. Patrick Mahé, qui, on le précise, était l'invité du Monaco Press Club hier soir et qui nous faisait donc le plaisir d'intervenir sur notre antenne lors de son passage en principauté. Du sport à présent avec l'équipe de Monaco de football qui a remporté dernièrement le championnat de France UNSS à Abbeville dans la Somme. Un exploit pour ces jeunes footballeurs qui avaient réuni tous les ingrédients pour revenir avec le titre à la maison. Anaël Marquez et Alexia Vial ont rencontré ces graines de champions. Le récit de Yannick de Bever. Pas de repos pour l'équipe cadet de foot à 7 du lycée Albert Ier. À peine rentrés des championnats de France UNSS de la discipline que les revoilà sur le terrain. Sauf que désormais, c'est avec le titre de champion de France qu'ils foulent la pelouse. Une fierté pour ces jeunes footballeurs. Je suis très fier de moi et de mon équipe aussi, parce qu'on a accompli ensemble. On a très mal débuté avec une défaite 3-1. Mais après, on a su relever la tête et on s'est imposé 5-2. Et on a changé notre mentalité et on a prouvé que le lycée Albert, c'était au-dessus de tous les autres lycées. Comme il a dit mon camarade, on a mal débuté avec une défaite 3-1. Mais après, on s'est bien relevé et je pense que ça nous a motivés. Et donc du coup, on a pu aller arracher le championnat de France. C'est exceptionnel quand même parce que ça fait plus de 40 ans que le lycée il n'a pas fait. Donc voilà, on a beaucoup été applaudis et récompensés par notre lycée. Un début donc difficile dans le championnat pour l'équipe monégasque qui ne partait pas favorite. Mais finalement, elle ramène quand même le titre à la maison. Un exploit et une performance remarquable. Ça a été une très belle aventure, un peu fatigante pour tout le monde, mais ils ont réussi à faire preuve de cohésion tout au long de la compétition pour une belle victoire et je pense que ça restera gravé dans leur mémoire. Ils auront d'excellents souvenirs de leur passage à Abbeville dans la Somme. On n'était pas les favoris. On n'avait pas la faveur des pronostics, mais ils se sont comportés en équipe avec vraiment un comportement presque irréprochable sur le terrain, ce qui leur a permis de passer le 8e de finale, quart de finale, demi-finale et en finale de faire face à une excellente équipe d'Agno dans l'Académie Strasbourg et de gagner le titre, chose qui est extrêmement rare, voire presque exceptionnel d'arriver à finaliser cette aventure avec un titre de champion de France. Et ce n'est pas qu'avec le titre que les lycéens reviennent en principauté, mais aussi avec de beaux souvenirs, une médaille et un maillot à l'effigie des vainqueurs. Alors encore, félicitations à eux. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo et pour cela, Alban Jean-Jambre nous a rejoint. Bonsoir Alban, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Pour ce dernier jour de mai, le soleil continue de briller en principauté. Une légère hausse des températures est prévue, 20 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Aucun risque de pluie, c'est un grand ciel bleu qui vous attend. Et en ce vendredi 31 mai, souhaitons une bonne fête aux Pétronilles. Bien, merci Alban. C'est ainsi que s'achève cette édition du 30 mai, jour de la fête Dieu. Les photos de fin de JT reviennent justement sur l'un des temps forts de cette fête que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Il s'agit de la messe célébrée en la cathédrale de Monaco. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Demain, retrouvez Christophe Paco pour votre JT. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.